Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rabbi Yitzhak Shouraki pour parler ensemble. Là, c'est pas la paracha qu'on parle. On a parlé de Rabbi Meir il y a une semaine et maintenant on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bechavod à Rabbi Shouraki. Votre micro et c'est parti. Voilà. Effectivement, alors on a parlé de Rabbi Meir la dernière fois, et là on avait l'Ag Baomer avant-hier, et donc on va parler de Rabbi Shimon. Hier on a lu dans le Perek Dalet des Pirkei Avot, Rabbi Shimon aussi, c'était le Perek où on a un des Perakim où on a l'enseignement de Rabbi Shimon, Shlosha Ktarim Hem, Keter Torah, Keter Keuna avec Keter Malchut. Trois couronnes existent, la couronne de la Torah, de la prêtrise, la Keuna, et de la royauté, Veketer Shem Tov, Olé al Gabehem, la bonne réputation, le Shem Tov, Olé al Gabehem. On pourrait parler longuement de cette Mishnah, mais ce qui retient notre attention, c'est qu'on a dans cette Mishnah l'évocation du Shemen, Keter Shem Tov, Olé al Gabehem, plus que, parce qu'on apprend ce passouk de Shem Tov Shem Mishemen Tov, le Shem qui est le bon nom, la bonne réputation, est mieux que le Shemen Atov qui est associé de manière traditionnelle à la Keuna, à la prêtrise, chez Nimshar, à la Malchut, à la, comment dire, la royauté, qui est aussi, les rois et les prêtres sont loin avec le Shemen, et la Torah, on l'a à propos de Rabbi Shimon, puisqu'on parle de Rabbi Shimon, Bar Yochai, Nimsharta, Ashrecha, Shebet. Sasson, Bechaverecha, on l'évoque dans le piout de Bar Yochai, Nimsharta, Ashrecha, on parle comme, alors que Bar Yochai, a priori, c'est ni la prêtrise, ni la royauté, c'est la Torah, et donc la Torah aussi est associée avec cette idée de Shemen. Mais la Mishnah, ce que nous enseigne Rabbi Shimon, Tov Shem, Mishemen Tov, il y a quelque chose qui est plus haut que ce Shem. Et dans le piout de Bar Yochai, pour le premier quatrain, parle du Shemen Mishrat Kodesh, Nimsharta, Mimidat Kodesh. Le deuxième quatrain, Yom Asher Barachta, Bim'arat Tsurim, She'amad Tasham. On parle de la grotte dans laquelle se trouvait Rabbi Shimon. Et vous allez voir qu'il y a, un certain aspect de Rabbi Shimon qui se révèle justement à propos du fait que Rabbi Shimon sort de la grotte. Et on a, alors, si je prends le côté du Shem et du Shemen pour commencer, dans la Mishnah de Pirkei Avot, on nous dit, c'est très bien, Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut, la couronne de la Torah, de la prêtrise et de la royauté, mais on nous dit, Keter Shem Tov, Olié al Gabehem. Keter Shem Tov, Olé al Gabehem, ce Olé, il y en a qui diront, il est supérieur, il les dépasse. Ou alors certains disent, il s'associe avec eux, ou il les protège. Il y a différentes versions d'entrevoir ce relais. Il monte sur eux. En Shem Tov, on nous dit, il ne peut y avoir de Shem Tov que quand on a d'abord l'un de ces trois sur lequel on rajoute le Shem Tov. Et donc, beaucoup ont vu cette Mishnah-là de Rabbi Shimon, non pas comme présenter le Keter Torah, Keter Chochma, et Keter Keuna et Keter Malchut, mais en nous présentant, j'allais dire presque les dangers de chacun de ces Ketarim. Ali talel chacham bechokmato, le ashir be'oshro ve le gibor bigvurato. Il faudra associer dans ce cas-là le osher au Cohen et le gibor à gvurato, ce qui n'est pas véritablement le cas. Le Cohen lui-même n'est pas lui-même riche, mais le Cohen a quand même s'occupe des otzrot du Beth Amikdash. Et Gibor du Bigvurato, le roi qui possède la puissance militaire. Kim bezot italel abitalel, c'est ni dans la connaissance, ni dans la richesse, ni dans la force guerrière, mais dans quelque chose qui est au-dessus de ces choses-là. Altaas atara lidgadelba, la Torah non plus. On ne doit pas faire la Torah comme une atara. On doit se méfier du keter kehuna. Aaron risquerait d'utiliser la kehuna comme justement se glorifier de ce keter et se couper des bériotes. Aaron oev shalom, oev et abiriot, mevarech et amo Israël be'ava. Donc on fait le pendant de ce keter qui donne le contraire, le côté la noblesse de Aaron, par la présence, au contraire, avec le peuple juif de ce keter-là. Et on nous dit, lorsqu'on nous dit Tov Shem Ishemen Tov, on a en tête, j'allais dire, les moments difficiles. Par exemple, à propos de la Keuna, Nadav et Avihu, qui étaient eux-mêmes loin avec cette huile et qui ont été détruits par ce Shemen-là. Est-ce que le Shemen dont on parle dans le Shemen à Torah, le Shemen à Keuna ou le Shemen à Malchut est une huile qui va créer un feu
ou un feu dévorant, ou quelque chose qui va les détruire. On a, comment dire, une relation ambiguë vis-à-vis de tout ça. Alors il me semble que cette Mishnah des Pirkei Avot évoque un certain niveau de la compréhension de ce que Rabbi Shimon va enseigner. C'est très important, la Torah, la prêtrise et la royauté, mais il faut le Keter Shem Tov qui est, comment dire, présent avec chacun d'entre ceux-là. Mais il y a particulièrement quelque chose qui a à voir, qui a à creuser en ce qui concerne le rapport à la vie de Rabbi Shimon, où Rabbi Shimon s'isole du monde pendant un certain nombre d'années, fuyant la Malchoute, n'étant pas lui-même Cohen, et reçoit la Torah et réapparaît ensuite en sortant de la grotte. Or, on a une certaine tradition qui est très intéressante, qui nous dit que l'Agba Omer, c'est une fête relativement récente, l'Agba Omer, et on a une des interprétations de l'Agba Omer qui est venue comme le jour où Rabbi Shimon sort de la grotte. Et c'est d'où l'importance d'entrevoir le sens et la signification dans le Midrash de cette Me'ara ou d'une manière générale du motif de la Me'ara. D'autant qu'à propos de Rabbi Shimon, on a quelque chose de particulier en ce qui concerne la Me'ara donnée dans le Midrash de Pirkei Avot. Dans le Midrash de Pirkei Avot, qui s'appelle Avot des Rabbi Nathan, qui rappelle des Masorot de Tanaïm, une sorte de Baraïta extérieure à la Mishnah, mais qui complète l'enseignement de la Mishnah, on a une opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai qui développe les Asara Devarim chez Nivreu Erev Shabbat Ben Hashem Hashot. Et ça, c'est très original. On connaît tous la Mishnah, alors ça va être la semaine prochaine. Vous voyez, on a Rabbi Shimon cette semaine, Tov Shem Ishem En Tov, on le laisse de côté. On a la semaine prochaine Asara Devarim Nivreu Erev Shabbat Ben Hashem Hashot. Et dans ces 10 choses-là, on a tout un tas de choses merveilleuses. Or, dans Avot des Rabbi Nathan, il est rajouté parmi ces 10 choses-là la Me'ara. Et cet enseignement est de Rabbi Shimon pour la raison suivante. Dans la Mechilta de Rabbi Shimon, vous savez que dans les Midrashia Halacha qu'on a sur le livre de Shemot, on a Mechilta des Rabbi Ishmael et Mechilta des Rabbi Shimon Bar Yochai. La Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il tient de Rabbi Akiva, c'est le Beth Midrash de Rabbi Akiva, et qui s'oppose à celui de Rabbi Ishmael. Et dans la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a les Asara Devarim Shenivreu Erev Shabbat Ben Hashem Hashot, et Rabbi Shimon nous met la Me'ara Asher Amadbo Moshe ve Eliyahu. La grotte dans laquelle s'est trouvé Moshe et Eliyahu a été créée déjà Erev Shabbat Ben Hashem Hashot. Alors on a dit Avot des Rabbi Nathan, le Midrash de Rabbi Nathan, Mechilta des Rabbi Shimon Bar Yochai, le Midrash de Halacha sur le livre de Shemot, dans la parashat Béchalach, et ensuite on a tout simplement le Talmud, donc qui est ensuite des Amoraïm, mais qui nous ramène cette idée-là dans Masechet Pesachim, Daf Nun Dalet, où on a de longs débats à propos de les Asara Devarim Shnivru Erev Shabbat Ben Hashem Hashot, et on évoque aussi la Me'ara chez Amadbo, Moshe ve Eliyahu. Alors vous allez me dire, bon d'accord, mais ce n'est pas la Me'ara de Rabbi Shimon. Oui, sauf que on a, alors tout ce qui concerne l'Agba Omer est relativement tardif, on l'a qu'après le Harizal, et on a dans une tradition du Harizal, c'est la même Me'ara où était Moshe Rabbeinu, qui est la même Me'ara de Eliyahu Hanavi, qui est la même Me'ara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce qui est quand même quelque chose de surprenant et qui dépasse l'ordre, j'allais dire, du concret, du consistant, puisque la Me'ara de Moshe Rabbeinu, elle est dans la montagne, lorsqu'il reçoit Matan Torah, à Chorev, Eliyahu la même chose, il va là-bas, mais pour Rabbi Shimon, alors il fuit où qu'on place, si c'est Pekirin, à Galil, si c'est Pekirin chez Badarom, et une deuxième possibilité, si c'est un endroit qui s'appelle Beka, enfin on a différentes manières d'identifier le lieu où se trouve la Me'ara, elle a priori rien à voir avec celle de Moshe Rabbeinu. Et c'est là que la conception du Midrash est très intéressante, puisque le rôle du Midrash, c'est d'associer certains motifs, à raison qu'à ces motifs-là, on a une certaine idée qui apparaît, même si elle est coupée par le temps, par l'espace, par les personnes. Ce sont des gens, des lieux et des époques différentes, et pourtant, il y a quelque chose de commun. Il y a une réflexion à avoir sur cette grotte de Rabbi Shimon, et cette grotte-là a beaucoup à nous dire, d'autant plus, eh bien que justement, je disais tout à l'heure, dans le Piyut Bar Yochai, on nous dit Yom Asher Barachta Bime'arat Tzurim She'amal Tasham.
Me'aratsurim she'amad Hasham, on ne peut pas remarquer que le Païtan, Rabbi Shimon Lavi, qui a écrit Bar Yochai, a employé pour parler de Rabbi Shimon, Asher Barachta Be'me'aratsurim, le même mot Me'aratsurim, qui est le mot de Nikrat Hatzur, qui est employé par la Torah pour parler de Moshe Rabbeinu Be'ar Sinaï. Donc, encore Rabbi Shimon Lavi essaye d'approcher, de rassembler l'un avec l'autre. Et sur la base de ces éléments-là, eh bien, il convient peut-être d'entrevoir la réflexion de la Torah sur le motif, ou des Chachamim dans le Midrash, sur le motif de cette Méhara, de cette grotte, j'allais dire de cette caverne, et pour cause, le monde occidental s'est construit sur un mythe de la caverne, antique, grec, et il est peut-être important d'entrevoir ce qu'a la Torah à dire, j'allais dire contre, en relation vis-à-vis de ce qui est dit dans le monde occidental vis-à-vis de cette caverne. Et notamment pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est très important, puisqu'on nous dit que c'est l'endroit dans lequel il passe, de ce qui était avant la caverne à ce qui va venir après la caverne. Certains vont même jusqu'à dire qu'on pourrait trouver, il y a un Chacham qui a écrit un livre entier là-dessus, qui s'appelle Ben Yochai, pour expliquer qu'on peut voir Rabbi Shimon dans la Mishnah, et parfois on l'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, ou tout simplement Bar Yochai. Et il dit que c'est l'un des signifie Rabbi Shimon avant la caverne, et après être sorti, il prend le nom de Ben Yochai, Bar Yochai. Il faudrait expliquer ça plus longuement, ce n'est pas mon propos maintenant. En tout cas, je voudrais donc essayer d'entrevoir cette image, ce motif de la caverne, qui, vous allez voir, revient dans certaines occurrences dans le Midrash, je ne vais pas les faire toutes, mais en tout cas une partie, et qui est très importante pour nous, j'allais dire pour reprendre le reflet d'une autre caverne, la caverne occidentale. Alors un petit mot quand même sur cette caverne occidentale, parce qu'elle est très intéressante et qu'elle dit beaucoup sur un certain monde. L'idée de Platon, dans la République, c'est que la caverne, ce mythe de la caverne, présente une histoire selon laquelle nous ne voyons, ce qui est à déduire, je vais directement au Nimshal, tout le monde la connaît, nous ne voyons que le reflet du monde réel qui se trouve en dehors de la caverne. C'est une allégorie fondamentale, une allégorie de l'homme, une allégorie comment dire, de la connaissance, et une allégorie à travers elle aussi de la politique. C'est dans la République, et pour cause, celui qui a la connaissance et celui qui a en même temps le pouvoir. Il y a quelqu'un qui s'est échappé de la caverne, qui a réussi à voir le monde réel et qui vient essayer de sortir les esclaves, les prisonniers de cette caverne pour leur faire voir la lumière. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette idée, ou ce mythe tel qu'il est présenté, de cette caverne, comment dire, présentée par les Grecs, a quelque chose de réel et préhistorique, et c'est là où j'aimerais commencer, puisque certains ont visité les grottes de Lascaux, et quand on se rapproche de ces endroits-là, ou quand on y pénètre, eh bien on se rend compte qu'il y a un endroit où, autour du feu, le clan primitif, on allume à l'intérieur de cette grotte un feu, et puis quelqu'un passe. Et quand il passe entre le feu et la paroi de la caverne, il y a une ombre qui est projetée. On a presque l'impression d'entrevoir le mythe de Platon. Et sur cette ombre qui est projetée, eh bien, un jour, un homme se met à dessiner avec un peu de charbon qui est resté autour des braises, le dessin justement de l'ombre, la forme de l'homme. Et en dessinant cette forme de l'ombre, cette forme de l'homme, cette forme de la main, et ensuite, un peu plus loin, la représentation ou le symbole de quelque chose qui ne se trouve même plus dans la caverne, puisqu'ensuite ils vont dessiner un bison ou différents animaux qu'on a vus à l'extérieur, dont on a le souvenir, et bien tout d'un coup, l'écriture est inventée, l'écriture est présente dans la conception presque historique. Autour du feu, avec le charbon, est inventée l'écriture. Et ce que dit Platon dans sa caverne, c'est quelque chose de très intéressant, puisque la représentation, le symbole, le dessin de la main, ou le dessin de la main qui dessine quelque chose d'autre, eh bien, c'est quelque chose qui est, comment dire, à la base de tout le, comment dire, mythe fondateur de toute une civilisation. Certains diraient de toute l'humanité. Très bien. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant, aujourd'hui, Dassault Technologies ont recréé la grotte de Lascaux. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque comment dire, dans les grottes, qui d'ailleurs sont conservées, on a fermé une partie parce qu'on a peur qu'elles s'abîment. Vous pouvez rentrer dans une pièce qui est totalement, comment dire, vide, comment dire, des murs blancs, on vous met des chaussures un peu particulières, un casque avec des lunettes
qui vous permet, par l'invention du virtuel, transfigurer les murs réels par la vision des hommes avec des lunettes noires, et bien, qui vont créer finalement l'illusion de la grotte ou la représentation de la grotte, la réalité augmentée. Le monde réel recrée virtuellement la caverne. On n'est plus du tout dans le mythe de Platon, on est dans quelque chose de concret, puisque c'est quelque chose qui est pratiqué par une technologie, mais qui nous permet de fuir le monde réel vers un monde virtuel. Et c'est très intéressant parce qu'après on se dit, bah alors finalement, c'était pas si loin de chez nous cette histoire-là. Aujourd'hui, chacun, chez soi, a sa propre caverne. Il est devant un petit ordinateur, il y a quelques petites fenêtres qui s'ouvrent devant cet ordinateur, il se plonge dans un monde virtuel qu'il absorbe, et peut-être grâce à ça, on est en train de reproduire la caverne de Platon. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'à travers ça, on aurait peut-être des choses inversées. Lascaux, dans sa grotte, elle devient réelle par l'écriture, le dessin du monde, un peu comme le morse, on fait des points, des lignes, et puis la voix devient un symbole. Les dessins, l'art, nous permet de symboliser quelque chose qui n'est plus là. Et aujourd'hui, des années après, on retrouve peut-être un peu les personnes, les éléments, les animaux qui se trouvaient là. Et puis Dassault fait exactement l'inverse. Le monde devient une grotte pour ma vision virtuelle. Vous voyez, ces deux phénomènes qui sont un peu inverses. La grotte devient réelle par l'écriture, par le dessin du monde. Le monde devient une grotte de façon virtuelle. Mais à travers ça, c'est pour nous quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que, ayant ces modèles, j'irais, de départ, on peut comprendre de manière profonde comment les Chachamim se détachent profondément de ce mythe-là, ou, je dirais, réinterprètent ce mythe pour essayer de lui donner du sens dans l'esprit de la Torah. C'est-à-dire pas simplement nous décrire l'histoire des hommes, l'histoire de l'écriture, l'histoire de l'art, la façon dont le monde est réel ou le monde est virtuel, le monde dans lequel nous vivons, mais quelque chose qui est peut-être beaucoup plus intéressant, c'est les défis, pas la fuite du monde réel vers un monde virtuel, ça c'est la réalité augmentée, mais au contraire, comment réussir de manière concrète et réelle à donner une signification, un sens, une direction au monde dans lequel on se trouve. Et ça nous est donné au début de l'histoire juive. Et donc je commence, j'allais dire, le panorama ou visite guidée des différentes grottes que nous connaissons dans le Midrash. C'est très intéressant. La première, la plus ancienne, qui est peut-être la moins connue, c'est celle qui remonte à Abraham Avinu. Alors l'histoire juive commence avec Abraham, et avec Abraham Avinu lui-même, il y a aussi une grotte. Et j'allais dire presque une grotte, comment dire, de laquelle Platon aurait pu s'inspirer. Le Midrash nous dit, dans un livre qui s'appelle Otsar HaMidrashim, qui nous décrit le début d'Abraham Avinu, Abraham Avinu a été caché dans une grotte jusqu'à l'âge de 3 ans. Il y a différentes versions de cette idée-là, mais en tout cas tout jeune. Et la sortie de la grotte d'Abraham, justement, alors c'est toujours la même histoire, un peu comme pour Moshe Rabbeinu, les sorciers de Nimrod lui avaient prédit qu'allait naître un enfant qui allait se rebeller contre l'idolâtrie, contre le pouvoir environnant, ce que fait Abraham ensuite quand il détruit les idoles. Et donc, pour le père d'Abraham, pour l'empêcher d'être pris par Nimrod, cache le petit Abraham dans une grotte jusqu'à 3 ans. Et c'est qu'en sortant de la grotte, il découvre le monde réel. Et c'est là qu'il se pose. Alors ça va très jeune dans ce midrash-là. Certains ont pris en changeant l'âge un peu plus tard. C'est à ce moment-là qu'Abraham commence à se poser la question, mais alors quel est ce monde réel? Et il se dit, qui est le maître du monde? Et tout ce qu'on connaît sur l'histoire d'Abraham, en cherchant à travers le soleil, la lune, les étoiles, etc., et dans le fait d'être sorti de la grotte, ce qui est très intéressant pour nous. Parce que lorsqu'on a la caverne de Platon en arrière-plan, j'allais dire comme le fond de cette grotte, eh bien on se dit voilà une position très différente. Ce n'est pas la connaissance de celui qui a été libéré, qui vient retrouver les esclaves pour essayer de leur apporter la connaissance et à travers soi affirmer son propre pouvoir, mais au contraire, c'est une recherche de ceux qui n'ont pas encore accédé à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, donc quelque chose de moral, donc quelque chose dans lequel il y a le maître du monde, et c'est derrière cet élément-là qu'il y en a certains qui sont encore enfermés dans leur monde virtuel, où ils ne peuvent voir véritablement l'ensemble du monde. Ils voient les reflets d'Akadosh Baruch Hu, le soleil, la lune, etc., mais ils ne voient pas véritablement la présence elle-même d'Akadosh Baruch Hu. C'est d'ailleurs repris dans un autre midrash, où on nous dit, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Abraham de sortir, le pasuk dit Vayotse oto achutza, Vayomer abetna hashamaima. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, sors à l'extérieur et regarde le ciel. Et le midrash nous dit,
que je traduirais, alors on dit sors comment dire, de tes croyances païennes. Abraham aurait quitté cette connaissance païenne pour essayer de rentrer voir le monde. Non, sors de ta grotte, sors de ton monde virtuel, sors de là où tu es enfermé, étouffé par les antécédents, l'éducation, la culture dans laquelle tu te trouves, qui est une culture païenne, et vois véritablement le ciel, vois le monde réel. Le juif est celui qui sort à la lumière. Le païen, c'est celui qui crée des cavernes virtuelles, soit pour raconter l'origine des mythes, de l'histoire, de la pensée ou de la politique, soit pour recréer le loisir, le divertissement, technologie, des jeux ou autres virtuels qui lui permettent de fuir le monde réel. Voilà déjà un premier élément tout simple. La caverne, avec la dimension d'être à l'intérieur, sortir, est une image qui est reprise dans le Midrash, mais cette fois-ci, elle est reprise pour au contraire donner le sens de l'aventure du peuple juif par rapport au monde Goy. Voilà la première. Alors, la deuxième, je disais, la deuxième Mehara dont on parle, c'est celle de Moshe Rabbeinu, qui se trouve Nikrat Tatsur. Et vous voyez que c'est les personnages les plus importants. On commence par Abraham, on commence par Moshe. On aurait l'impression que presque c'est à travers le fait d'être présent dans une grotte que se révèlent les choses les plus importantes d'Akadosh Baruch Hu aux hommes. Pour Abraham, c'est la Emouna, et Tzitzbo Ba'al Bira, Akadosh Baruch Hu, justement, lui est apparu. Et là, pour Moshe Rabbeinu, c'est lorsque Moshe demande à Akadosh Baruch Hu de connaître les différentes midot d'Akadosh Baruch Hu, Arenina et Kevodecha, connaître la façon dont Akadosh Baruch Hu se révèle au monde, agit dans le monde, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu ne peux pas voir ma face, et il le met justement, Benikrat Tatsur, dans cette grotte. Le mot Tsur est d'ailleurs très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise lorsqu'on dit de différentes façons, En Tsur Keloenu, il n'y a pas, alors on dit un roc, Tsur Israël Vegoalo, hein, le roc d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, mais dans le mot Tsur, on entend quelque chose d'autre, c'est aussi le mot Tsayar, celui qui est Tsorer, celui qui fait, celui qui construit. Il y a l'idée de Yetzira qui est là derrière. Et donc, le Tsur d'Akadosh Baruch Hu, la Nikrat Tsur, j'allais dire que c'est la caverne, le lieu dans lequel Akadosh Baruch Hu révèle justement les différents pinceaux avec lesquels il peint la réalité du monde. Ce sont les 13 midot à Rahamim. C'est par le Rahamim qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde dans lequel il se trouve. Par rapport à Moshe Rabbeinu, pour Akadosh Baruch Hu le rentre dans cette caverne, eh bien c'est très simple. Nous vivons dans un monde concret, pas un monde virtuel. Akadosh Baruch Hu est peut-être le seul qui est véritablement, virtuel dans le sens premier des choses, pas virtuel par le côté, qui n'est pas réel, mais virtuel par celui qui a toutes les vertus, qui possède justement les midot, ce sont les vertus. Donc Moshe, semble être dans une grotte, mais c'est par le fait d'être dans la grotte qu'il se libère de la vision terre à terre et qu'il arrive à entrevoir la vision des Théarim d'Akadosh Baruch Hu. Le monde est transfiguré. Il est maintenant, le monde est devenu révélation de Shlosh Esrei Midot. Voilà ce que représente maintenant Akadosh Baruch Hu. Le virtuel absolu, pas au sens de ce qui n'est pas réel, mais au sens de vertu, le seul être nécessaire, révèle sa conduite dans le monde à travers cette grotte. Et d'ailleurs, ça va très loin, puisque ensuite, on a la révélation du Matan Torah qui est reprise dans la construction du Mishkan. Et suivant la lecture, par exemple, du Ramban, il nous dit le Mishkan, c'est le Kodesh à Kodashim, c'est comme un peu le Har Sinaï qui se promène avec le Ham Israël. J'allais dire, c'est une grotte portative, c'est une grotte qui se déplace. C'est la caverne qui vient avec le peuple juif, puisqu'on est dans le Kodesh à Kodashim. Et dans le Kodesh à Kodashim, c'est très sombre, il y a les Chalonot, Atufim, Shkufim, et on est dans cette pénombre, justement, à toucher le lieu où la parole d'Akadosh Baruch Hu se révèle. Donc on a un moment particulier, Matan Torah. On a dans ce moment-là, dans la grotte où Akadosh Baruch Hu révèle quelque chose qui n'est pas du tout irréel, pas du tout un monde dans lequel on fuit le monde, mais au contraire où le monde est décidé, où le monde est dirigé, c'est les Shlosh Esrei Midot. L'homme ne peut pas le voir avec ses yeux, il a besoin de l'ombre de cette grotte pour l'entrevoir, Nikrat Tatsur. Et ensuite, tout au long du désert, eh bien, dans le Mishkan, on va voir cette continuité. Voilà, le Kohen, lorsqu'il rentre dans le Kodesh à Kodashim, il retourne un petit peu dans cette caverne, dans ce lieu sombre dans lequel la parole peut être entendue sans voir quoi que ce soit. Entre parenthèses, il faudrait rajouter encore quelque chose supplémentaire, c'est le Masvé, puisque Moshe lui-même recouvre sa face
avec un voile parce que c'est quelque chose de dangereux. On ne peut pas, il sort de cette Me'ara, il sort de Nikrat Hatzur, il sort du Mishkan où il a parlé avec Akadosh Baruch Hu, mais il porte avec lui un petit peu justement de cette Me'ara. Il fait comme quelque chose d'individuel, de personnel, en recouvrant son visage parce que Karanor Panav, il y a besoin de l'obscurité, j'allais dire de la chambre obscure, pour justement pouvoir entrevoir un peu de la parole de Moshe. Il y a quelque chose de la chambre obscure. Ah, il fut une époque là où c'était presque la même opération, l'Avdil ben Kodesh Lechol, lorsque Moshe se recouvre la face pour voir, pour justement ne pas trop éblouir de son visage rayonnant de la lumière qu'il a vue avec Akadosh Baruch Hu dans la parole du Ohel Moed, eh bien, le photographe avant se recouvrait justement d'un voile noir comme si jamais il avait besoin de se cacher dans cette obscurité pour empêcher comment dire, différentes scintillements qui risqueraient de porter atteinte à la photo. Et ensuite, on l'a développé justement dans une chambre obscure. Il faut sortir de moi-même pour essayer de me montrer aux yeux de tous. Voilà le problème. Moshe est là, il est dans la grotte, il sort à un moment, et au moment où il sort, eh bien, il a besoin de, comment dire, de se révéler, mais pour se révéler, c'est plus véritablement lui de manière absolue. On ne peut pas tout voir jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque c'est ce qui permettait, lorsque le photographe se cachait comment dire, d'un voile noir, il arrivait à entrevoir, à garder la photo des autres. On prenait la chambre obscure pour essayer justement de développer les vos négatifs. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui est inventé, ça s'appelle le selfie. Selfie, on sort plus de soi-même. Il n'y a plus besoin de chambre obscure. Il n'y a plus besoin. Je veux dire, on est bloqué par le miroir narcissique. Je me vois tout le temps que moi-même. On se transforme de manière virtuelle. Je suis le monde et la représentation du monde en même temps. C'est là que je suis d'ailleurs, j'allais dire, le plus défiguré. Je ne sais pas si vous avez remarqué les photos prises par justement ce selfie. Lorsque je voudrais, il n'y a que moi, tout seul, représenté par moi-même directement, il manque de la distance. C'est le problème réel comment dire, du selfie. On n'a pas la main assez longue. Ils ont même inventé un bâton pour pouvoir télescopique pour pouvoir éloigner un peu le selfie. Ben oui, si jamais tu ne veux voir que toi tout le temps en permanence, tu restes dans ta grotte, mais tu ne vois que toi-même. Lorsque Moshe rentre dans la grotte, c'est pas pour se voir lui-même, c'est pour entrevoir quelque chose qui est la chose la plus impossible à voir. C'est pour essayer de prendre, pas en photo, mais comment dire, de garder un petit peu des traces de ce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas montrer de manière directe à l'homme. Vous voyez, comment dire, le déphasage total d'entre les mondes. On est dans un monde dans lequel on a recréé sa propre caverne. Alors à l'époque de Platon encore, on avait, comment dire, la conscience, c'est ce que dit le mythe. On a la conscience qu'on est prisonnier de la caverne. Il y a le philosophe roi qui veut les libérer en leur expliquant qu'il a vu la lumière. Hein. Et alors du coup, il se targue du pouvoir. Mais aujourd'hui, on ne veut plus se libérer. On est très bien dans son, comment dire, dans sa grotte, dans son élément. Black Mirror, il y a certains qui ont appelé ça le miroir noir, c'est l'écran dans lequel on est tout le temps en permanence, comment dire, avoir son propre reflet. Vous voyez, il y a quelque chose de, comment dire, qui est derrière très important. Le voile recouvre la lumière, mais d'une certaine manière, on est dans l'inverse même de ce que représente la conception occidentale. On a deux sortes de grottes. La caverne dans laquelle on est prisonnier, la caverne dans laquelle on attend la lumière extérieure pour pouvoir s'en extraire, et certains profitent de ça pour justement montrer leur supériorité. On a de l'autre côté la vision de Moshe, dans laquelle on rentre dans la caverne pour entrevoir quelque chose qui ne peut être visible simplement comment dire, à l'œil nu. Et c'est pas très loin, vous remarquerez que c'est pas très loin d'Abraham Avinu, puisque lorsque Abraham Avinu fait sortir Abraham de la tente et lui dit sors de cette caverne pour voir Abetna Shamaima, ou sors à Kochavim, im tuchal lispor otam. Tu voudrais voir le monde, eh bien regarde ces Kochavim, c'est l'image, c'est la représentation, c'est le symbole de celui de ce que sera le Ham Israël. Il a une vision qui va au-delà, très loin, dans comment dire, l'ensemble de l'univers, et qui lui représente dans l'éducation qu'Akadosh lui donne, le moment dans lequel il s'éloigne justement de cette caverne repliée sur lui-même. Akadosh dit à Moshe, tu voudrais voir le monde, c'est très bien, tu voudrais connaître l'intime d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, rend d'une certaine manière, dans un certain intime, et on va en reparler tout à l'heure, justement, limite-toi dans une certaine caverne qui permettront d'entrevoir quelque chose d'infini, quelque chose où l'Oirani Adam Vachai, on ne peut le voir si on est justement à voir le monde tel qu'il est, à le voir la représentation du monde tel qu'on la voit de manière absolue. Vous voyez qu'il y a quand même dans ces midrashim-là, celui d'Abraham comme celui de Moshe Rabbeinu, quelque chose qui trace une idée, après j'allais dire, on parle des mêmes thèmes de façon juive, mais en fait, on est un peu dans le même registre. J'oserais peut-être même rajouter encore un élément, c'est que dans le monde grec, pour l'avoir toujours
comment dire, j'allais dire, en opposition, eh bien, on a pas simplement ce mythe de la caverne, mais le masvé de Moshe, ce masque par lequel il essaye de cacher son visage, avait aussi eu, comment dire, une place dans le monde antique. Le masque antique au théâtre avait 2 fonctions. L'un, c'est le porte-voix, puisqu'on n'avait pas de micro à l'époque. Il fallait que justement, on ait la possibilité de permettre à le comment dire, à agrandir le comment dire, la sonorité de la voix. Mais d'autre part, c'était une caricature du personnage pour être reconnu de loin. Parce qu'on est très loin, dans l'amphithéâtre, on ne voit pas très bien de près. Et on a le masque comment dire, du personnage qui est joué et qui a comment dire, des traits assez, comment dire, comment dire, de plus en plus flagrants, caricaturaux, pour pouvoir justement dénoncer quel est le personnage qui est là. Le masque cache le proche, l'intime, la voix faible, les traits personnels de l'acteur, pour pouvoir justement porter au loin. La voix qui va être portée, les traits communs, les traits grossiers, et c'est ce qu'on appelle persona. Persona, c'est justement ce masque-là. On a gommé l'individuel pour montrer le collectif, ou la perception du collectif. Et c'est très intéressant parce qu'est-ce qui se passe dans la conception juive? Moshe met le masvé, pas pour voir Ani A'avir Kol Tuvi al Panecha. Remarquez ce passouk merveilleux. Ani, on dit à Kadosh Baruch Hu, Ani A'avir Kol Tuvi al Panecha. Je vais faire passer toute ma magnificence, mon bien, les midotes que je vais lui présenter, à al Panecha. On le traduit généralement al Panecha devant toi, mais c'est l'Efanecha qu'on aurait dû dire. Non, al Panecha sur ton visage. Moshe est l'écran sur lequel Akadosh Baruch Hu va projeter les midotes de lui-même. L'otucha lirot et panai, dit Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas voir la face d'Akadosh Baruch Hu directement, mais la face de Moshe, du Chacham, du Tzadik, des Chachamim, est celle qui reflète un peu le visage d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas justement gommer l'individuel pour montrer le collectif, c'est que sur la face de Moshe se trouve un peu du rayonnement absolu d'Akadosh Baruch Hu. Ça va très loin, puisque dans le Midrash, on dit que Moshe a même, avec les restes d'encre qu'il a eu pour écrire le Sefer Torah, Akadosh Baruch Hu lui a mis sur la tête, sur Moshe lui-même, et il est lui-même un peu le Sefer Torah vivant sur lequel la Torah est en train de s'inscrire. Voilà ce qui se décrit dans le Midrash. Vous voyez la différence entre, comment dire, l'Avdil ben Kodesh, l'Echol, entre ces 2 éléments-là. Mais je voudrais passer très vite, vu comment dire, le temps, pour revenir, pour arriver finalement sur Rabbi Shimon. Alors, on a, avant d'arriver à Rabbi Shimon, un personnage très intéressant, de lequel on n'a pas souvent, comment dire, l'histoire dans son ensemble. C'est l'histoire de Honi HaMe'agel. Alors, Honi HaMe'agel, on le connaît dans le Talmud Bavli, dans Masechet Ta'anit, et on nous raconte que Honi HaMe'agel, et alors il y a plusieurs histoires. L'une, c'est qu'il a, comment dire, il n'y avait pas de pluie, et il a presque forcé la main d'Akadosh Baruch Hu pour faire pleuvoir, en faisant un ma'agal, justement, en disant « je ne sors pas de ce rond jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu donne la pluie ». Mais à part ça, on a encore une autre histoire de Honi HaMe'agel, c'est qu'à un certain moment, il s'endort et il se réveille 70 ans après, et il se rend compte que le monde a changé. Mais cette histoire-là est décrite dans le Talmud Yerushalmi. Je voulais vous la donner dans le détail, dans la façon dont le Talmud Yerushalmi décrit cette histoire-là, avec un petit détail qu'on ne trouve pas dans le Talmud Bavli. Dans le Talmud Yerushalmi, on nous dit la chose suivante. Le grand-père de Honi HaMe'agel, qu'on connaît très bien, vivait à proximité de la destruction du Beit HaRishon. Très intéressant comme idée, parce que nous, quand on a Honi HaMe'agel, on se trouve dans une époque plus tardive a priori. Donc on dit, le grand-père de Honi HaMe'agel était à la fin du Beit Rishon, le temple est encore là. Et il va dans une montagne pour aller voir le travail de ses poralim. Il a des ouvriers, il a des travailleurs qui travaillent pour lui, et il voudrait voir comment il travaille. Au moment où il est dans son chemin, il est en voyage, il est en déplacement pour aller voir ses poralim, Ad Sheusham Yetzamatar. La pluie s'est mise à tomber. Vous voyez, c'est très différent dans l'histoire où c'est Honi HaMe'agel lui-même qui tourne et qui fait tomber la pluie. Sauf si on voit dans cette répétition, dans ce retour d'événements, une sorte de tradition presque, j'allais dire, familiale, où l'élément se retrouve, même si ce n'est pas exactement la même histoire, entre le grand-père et le petit-fils. Voilà donc l'histoire. Le grand-père de Honi HaMe'agel se trouve là-bas, la pluie s'est mise à tomber, et comme il y a de la pluie, là où ça va nous intéresser pour nous, Nichnaslo la Me'ara, il rentre dans une caverne, il rentre dans une grotte, et voilà tout d'un coup une grotte. Et cette grotte est très intéressante parce qu'est-ce qui se passe? Il est rentré dans cette grotte-là et il s'endort. Et il s'endort et il reste endormi dans son sommeil pendant 70 ans. Alors ça, c'est quand même intéressant, le sommeil, il a été gardé, conservé, et puis d'un coup, il réapparaît pour 70 ans. Sauf que pendant les 70 ans, il y a eu le temps pour le temple d'être détruit
et pour le temple d'être reconstruit, puisqu'on dit que c'est les 70 ans de la construction. Alors, donc où il sort, et les gens s'étonnent. Voilà quelqu'un qui a vu le premier temple, qui était encore là à l'époque du premier temple. Et alors, les gens le voient, les gens le montrent, et on dit voilà, c'est celui qui rentrait justement dans la Hazara, et quand il rentrait, c'était un tel chacham que la Hazara elle-même éclairait. Il rentrait et la Hazara se mettait à éclairer de rayonnement de sa Torah. Vous voyez, le Shemen Tov, alors tout à l'heure on était dans le Mishkan, le Kodesh Kodashim, et bien cette fois-ci maintenant on est dans le Chacham. Alors effectivement, la pose du visage de Moshe rayonnait, comme je l'évoquais il y a un instant, on parle le Masvel, pourquoi il cachait sa face. Là maintenant c'est le Choni Hamagel, le grand-père de Choni Hamagel, qui est le Chacham, qui rentre dans le Mishkan, dans le même endroit. Il est sorti de sa Mehara, et c'est là qu'a appliqué le pasouk, Beshuv Hashem et Shivat Zion, Ayinu Kecholmim. On l'a fait rêver. C'est la lecture, il y a plusieurs lectures de ce pasouk-là, mais c'est la lecture du pasouk selon laquelle nous étions en train de rêver pendant toute l'époque de la galoute, puisqu'en fait, on ne l'a pas vu passer. Il était en train de dormir, et la galoute était un rêve, un mauvais rêve peut-être, un rêve, comment dire, un cauchemar. Mais finalement, on se réveille, c'était quelque chose comme ça. On aimerait tellement que ce soit le cas, que tous ces malheurs-là ne soient qu'un rêve. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est pas ça. C'est que l'histoire se décrit comme un chacham tellement grand qu'il est clair lorsqu'il rentre dans le Beth Amikdash qu'il était celui qui justement est, comment dire, rayonné par sa chorma. Mais de quoi il s'occupe? Il s'occupe pour aller dans les montagnes, dans les champs, pour voir le travail des champs. La Mehara est celle qui lui donne une protection pour s'isoler un peu du temps. Le temps dans ses deux sens d'ailleurs. C'est le temps des 70 ans qui vont passer sans qu'il soit conscient, mais c'est aussi le temps du climat, le temps du Mésagavir, hein, le temps qu'il fait. Ce n'est pas simplement le temps qui passe à l'intérieur, une sorte de capsule intemporelle où il se réveille au bout de 70 ans, mais c'est le temps, puisque tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Il rentre là-bas pour justement se protéger. Et en se protégeant, l'histoire continue et il ne voit plus la galoute. Elle n'est pas virtuelle, celle-là. Au contraire, c'est qu'au-delà du temps et de l'histoire, il y a une certaine continuité. Alors là, on pourrait dire le lien, la continuité de l'histoire. Voilà une personne qui rentre dans cette Mehara, pas pour s'extraire de l'histoire, mais au contraire, pour montrer que malgré les brisures de l'histoire, malgré les moments dans lesquels destruction et reconstruction du temple, il y a quand même quelque chose de continu. On sait quand le temple est reconstruit avec comment dire, Zerubbabel, au début, après comment dire, le début du deuxième temple, les Ékénim qui étaient encore là se mettent à pleurer en ayant l'image d'un côté de la magnificence de ce qu'il y avait au Beit Rishon, et maintenant le temple qui est détruit, mais il n'est pas encore, qui est reconstruit, mais qui n'est pas encore reconstruit, et qui ont ces deux images-là qui leur reviennent. Eh bien, on a maintenant une idée de continuité. On n'est pas du tout dans le virtuel. J'allais dire la capsule intemporelle de la Mehara de Choni HaMe'agel est celle qui nous permet justement de procéder à une certaine continuité du monde réel. Quel est le monde réel? Est-ce que c'est le Beth Amikdash ou est-ce que c'est la galoute? Est-ce que c'est le malheur ou est-ce que c'est, malgré le malheur, la possibilité de continuer malgré tout à créer un lien? Beshuv Hashem et Shivat Zion, Hayinu Kecholmim. Nous étions, c'était virtuel, c'était quelque chose qui était comme un rêve. Le réel du monde, c'est Akadosh Baruch Hu avec le Beth Amikdash. On est dans une totale dimension, une autre dimension qui se trouve maintenant dans la comment dire, dans la caverne, dans la grotte, dans cette Mehara dont on parle. Et là, on en vient à la dernière, ou en tout cas celle qui nous intéresse au plus haut point, c'est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui rentre dans cette Mehara. Or là, il rentre dans cette Mehara non pas pour fuir la nature et le climat, la pluie qui se met à tomber, mais quelque chose de beaucoup plus grave. Rabbi Shimon va dans la Mehara parce qu'il est poursuivi par la politique, par l'histoire, par les hommes, la fureur des hommes, la menace des tyrans qui interdisent la Torah. Voilà le problème de la Mehara de Rabbi Shimon. Et donc, en fait, on a ce premier thème d'une continuité qui va quand même rester malgré la persécution des hommes. Et ensuite, on a quelque chose d'autre, c'est que lorsque Rabbi Shimon sort de la Mehara, Rabbi Shimon retrouve, alors le Midrash, tout le monde le connaît, retrouve les travaux des champs. La première année, les enfants, le fils de Rabbi Shimon et son fils détruisent le monde, brûlent le monde. Pour ces gens qui s'occupent du travail, chez Oskin Bechaye, Shara et Osvim Chaye Olam, qui quittent la vie absolue de la Torah qu'il a connue pendant toutes les années de la grotte et qui maintenant se retrouvent à travailler en voyant les gens qui travaillent le Chaye Shara, le monde du temps temporel. L'année d'après,
on leur dit retournez dans la Mehara va encore faire un deuxième comment dire, travail, plus sur cette dernière année, où Rabbi Shimon, Rabbi Elazar est celui qui brûle et Rabbi Shimon est celui qui éteint le brûle. Il est arrivé à un degré dans lequel il arrive à intégrer dans son niveau très élevé aussi la vie de tous les jours. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la façon dont est décrit cette sortie de la Mehara dans le Talmud Yerushalmi est aussi différente. Il faut toujours comparer les différentes versions d'une même Haggadah, d'un même Midrash, parce que parfois on connaît les classiques, mais on a parfois des nuances qui n'apparaissent pas dans le premier texte. Dans le Talmud Yerushalmi, on a Rabbi Shimon qui va dans la Mehara. Il se cache dans la Mehara, et là on nous dit Ad shehe'ela gufo haluda. C'est intéressant. Ad shehe'ela gufo haluda. Haluda, c'est la rouille. Jusqu'à ce que, à force d'être resté dans la Mehara sans justement s'occuper du monde, eh bien la matérialité de Rabbi Shimon en a été corrompue, en a été atteinte, elle en est tombée, je veux dire, il ne peut plus bouger tellement les mains pour là, malgré, comment dire, il faisait des exercices pour essayer, malgré tout, il ne bouge pas, il n'est pas dans le monde. Il a quitté le monde matériel pour s'isoler, pour entrevoir les plus hauts secrets, pour entrer dans cette grotte. Mais la grotte de Moshe, elle a duré un instant du passage d'Akadosh Baruch Hu. Ani avir kol tuvi al panecha, juste à ce moment-là, il y a que je vous parle. Là, cette grotte-là, elle dure pendant 12 ans. Et quitter le monde n'est pas tellement sécuritaire pour le corps, n'est pas tellement bienfaiteur pour le corps. Il peut avoir des maladies comment dire, d'immobilité pour laquelle il se trouve. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est très intéressant parce que dans l'histoire du Talmud Yerushalmi, dès qu'il sort de la Mehara, il va à Teveria, au Merchatzaot de Teveria, parce qu'à Teveria, il y a des bains et une eau particulière pour justement se guérir le corps, le côté matériel. Or, qui nous enseigne ça? C'est le Talmud Yerushalmi. C'est très intéressant. Dans l'histoire du Talmud Yerushalmi, il n'y a pas Rabbi Shimon qui brûle avec son fils le monde. Dans l'histoire du Talmud Yerushalmi, au contraire, c'est Rabbi Shimon qui est dans comment dire, la Mehara, qui a le monde comment dire, abîmé, perturbé dans son aspect physique, et il sort de la Mehara pour retrouver la dimension concrète. Dans le Talmud Bavli, on est à Bavel, on est en Galoute, le monde spirituel ne peut justement subsister, ne peut se construire que comment dire, sur l'éloignement de tout ce qui est la matière. C'est la Chutz La'aretz. On est détaché de la consistance matérielle, concrète, physique du pays d'Israël. Le Talmud Yerushalmi, on est en Eretz Israël. En Eretz Israël, même la nature exprime la spiritualité. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que dans une autre manière de présenter la raison pour laquelle Rabbi Shimon sort de la grotte, il y a un chasseur qui posait des différents filets pour attraper des oiseaux. Et au moment où il sort, comment dire, il attrape un oiseau, il y a une voix qui sort et qui lui dit Dimos, Dimos c'est liberté, et l'oiseau est libéré. Et Rabbi Shimon entend et voit de cela une allusion au fait que c'est le moment pour lui de se libérer. Il y a le chasseur romain qui persécute Rabbi Shimon Bar Yochai. Akadosh Baruch Hu prend cette image-là pour dire à Rabbi Shimon, sors maintenant, tu n'es plus persécuté, le filet a été ouvert, tu peux ressortir. Le Talmud de Eretz Israël, qui est profondément imprégné de la Kedusha du pays, de la Kedusha de la nature, n'est pas en opposition avec la sainteté de Rabbi Shimon. Presque l'inverse. C'est en s'éloignant de la terre, en restant simplement dans la grotte, que Rabbi Shimon, comment dire, tombe malade. Il a besoin de soigner justement le corps chez He'ela Haluda. Et c'est les signes de la nature qui représentent la libération de Rabbi Shimon au niveau spirituel. La spiritualité n'est plus un monde virtuel, mais au contraire un monde qui influence, qui vit en osmose avec le monde de la matière. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Shimon a besoin de rentrer pour quand même se séparer de la matière dans un certain temps? Alors, on va dire, bien sûr, parce qu'il y a les persécutions des Romains. On est dans un monde qui est devenu un monde de Shmad. Oui, lorsqu'on est dans un monde de persécution, lorsqu'on a cette haine qui déferle sur Rabbi Shimon, sur la Torah, sur l'interdiction d'étudier la Torah, eh bien, effectivement, on ne peut plus vivre en adéquation avec le monde. On est, comment dire, séparé, on est jeté, on est complètement détruit de tout ça. C'est vrai. Mais on pourrait peut-être proposer une autre manière d'entrevoir les choses qui donne qu'un sens après le sens simplement historique, quelque chose de beaucoup plus profond. Cette idée-là est très intéressante. J'en avais parlé une fois en parlant des Nézakim du bord, les dégâts qui sont causés par le puits. On a comment dire, un phénomène de la nature assez intéressant.
J'avais évoqué en parlant, vous connaissez l'une des plus petites fables de La Fontaine, c'était l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Une fable très intéressante. Elle est facile, elle est rapide. Un astrologue, un jour, se laisse choir au fond d'un puits. On lui dit: «Pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête?» L'astrologue est dans les nuages, la tête dans les étoiles, il passe devant un puits, mais comme il a la tête tellement dans les étoiles, il ne voit pas le puits qui est ça. Et donc il tombe au fond du puits. Et on lui dit: «Tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête? Tu crois lire ce qui se trouve dans le ciel?» On aurait dit le savant distrait, tournesol, qui est sourd. Or, c'est faux toute cette histoire-là. Parce que d'abord, le juif est celui dont la spiritualité le préoccupe des dangers qu'il foule à ses pieds ou des dommages qu'il risque de laisser derrière lui. Donc on n'a pas cette idée-là. Mais c'est d'autant plus faux que même l'histoire de La Fontaine est fausse. On la connaît depuis Aristote et elle est très intéressante. Pourquoi est-ce que l'astrologue se met à tomber au fond du puits? Il n'est pas au fond du puits parce qu'il ne voit pas ce qui se passe, parce qu'il est descendu au fond du puits. Ça, La Fontaine ne le savait pas. Parce qu'on a un phénomène de la nature très intéressant, c'est que pour voir les étoiles en plein jour, la seule possibilité pour, comment dire, corriger, pour éloigner, pour arrêter les rayons du soleil, c'est de descendre au fond d'un puits. L'astronome était descendu dans le puits pour voir les étoiles en plein jour. Il avait inventé le télescope naturel. Et voilà, c'est très intéressant cette idée. Le puits, c'est comme, comment dire, comme une source, comme un œil que la Terre ouvre pour contempler le corps de l'univers. Et peut-être la grandeur et le danger du puits, c'est que libéré de la lumière aveuglante du monde, la vision devient décuplée. Et juste, je dis ça dans le contexte dont je parlais tantôt, c'est que ce puits-là, lorsque Yosef fait le rêve de voir le soleil, la lune et les étoiles, et puis le Midrash dit: «Ah mais c'est pas possible, on ne peut pas voir le soleil, la lune et les étoiles». Alors la lune et le soleil, on peut la voir parfois, puisque la lune continue à être présente, même lorsque le soleil commence à éclairer. On a parfois des journées où on voit l'un et l'autre, mais par contre les étoiles, dès que le soleil éclaire, on ne les voit plus. C'est vrai, sauf dans un cas de figure, c'est lorsque on se trouve au fond du puits. Et donc Yosef, lorsqu'il voit le soleil, la lune et les étoiles, c'est très simple, c'est qu'il voit ce qu'il peut voir lorsqu'il est au fond du puits. Au fond du puits, en plein jour, eh bien, il voit les étoiles et pas, comment dire, qui arrêtent les rayons du soleil. Par conséquent, le rêve de Yosef, c'est le rêve dans lequel il entrevoit, on lui dit, bah, tu vas être au fond d'un puits, tu vas voir, tu vas pouvoir voir les étoiles. Mais pour un juif, c'est beaucoup plus intéressant que simplement voir, comment dire, l'idée des étoiles. L'idée d'entrevoir quelque chose de très loin lorsqu'on a restreint le champ de vision extérieur et du proche. On a l'impression que pour voir, il faut augmenter la vision. Eh bien non, pour voir, il faut parfois restreindre. On ne touche parfois le sublime que lorsqu'on a essayé d'arrêter le vulgaire, le commun, ce qui est proche. Il est dans le fond du puits. Il est dans un endroit dans lequel on ne voit plus tellement. Il est dans la grotte qui justement cache le monde, qui lui justement fait obscurité. Eh bien, c'est par cette obscurité qu'il arrive à entrevoir des secrets, des idées, des révélations d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus profondes. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très intéressant. D'autant plus que derrière tout ça, il y a aussi quelque chose d'essentiel. C'est qu'il y a une connaissance de l'obscurité, une connaissance, j'allais dire, de la grotte, et une connaissance du soleil, une connaissance du jour. Alors, je l'exprime très simple, la métaphore, comment dire, de tout le monde occidental, c'est le soleil. Les Grecs nous ont parlé du soleil levant, du soleil dans lequel la journée commence, et on va nous révéler à travers, comment dire, le soleil, l'idée justement des philosophes, de la pensée, de la connaissance qui va pouvoir se faire au grand jour, qui justement repousse l'obscurité. Mais c'est assurément une idée profondément, la chorma et la lumière. C'est vrai, mais c'est valable pour une sorte d'idée. J'allais dire une idée unique et absolue. Par exemple, la Torah Shebirtav. La Torah Shebirtav, et là, nous est donnée, nous est révélée, comme le soleil, d'ailleurs à midi. On nous la donne au moment, pas en pleine nuit. C'est vrai, c'est quelque chose d'unifié, mais il y a aussi une connaissance de la nuit. Et cette connaissance de la nuit, qui est plus sous l'image de la Torah Shebé'al-Pé, qui n'est pas donnée comme quelque chose d'absolu, mais comme une petite étoile, comme un petit diamant, comme différents éclairages dans le ciel, qui ne transforment pas le ciel entièrement éclairé, qui ne font que différentes lumières. Chaque galaxie est comme une rivière de perles. Chaque planète, comme un miroir, reflète les 1000 lueurs de l'univers. Le savoir comment dire, est composé
des milliers d'intuitions de Chachamim tout au long de l'histoire. Il y avait la caverne de Platon. Platon nous dit qu'il faut sortir de la caverne pour voir la lumière, c'est la lumière du soleil, la lumière des philosophes. Il y a une autre caverne très intéressante qu'il faut réécrire d'ailleurs. Il y a une histoire de Jules Verne qui s'appelle l'Étoile du Sud, très intéressante. C'est un chimiste français d'ailleurs qui, dans ses études de chimie, se développe et ensuite devient cristallographe. Il recherche les pierres précieuses et le paradis des pierres précieuses, c'est l'Afrique du Sud. Il fait un voyage en Afrique du Sud, il retrouve différents endroits où se trouvent les différentes pierres précieuses jusqu'à ce qu'il arrive, en retrouvant qu'il y a comme une sorte de réseau hydraulique selon lesquels les pierres et les différentes joyaux sont disposés. Il arrive finalement dans une caverne, dans une grotte. Voilà la caverne de Jules Verne, dans laquelle il rentre et il est totalement ébloui par l'ensemble de toutes les pierres, béryl, corindon, topaze, enfin quelque chose de merveilleux. La grotte resplendit, c'est le scintillement de la pensée. Il a l'impression qu'il est arrivé dans quelque chose qui au contraire éclaire, des cascades de pierres précieuses, et il n'est pas du tout dans l'obscurité, il est dans quelque chose de totalement éclairé. Ce n'est pas du tout la compréhension de la connaissance de Platon du Soleil, c'est une autre connaissance, une connaissance intérieure, mais qui resplendit des mille feux des différents joyaux qui se trouvent à l'intérieur de cette planète. Sauf que, à un certain moment, il ressort de la planète. J'allais dire, il utilise pas simplement les technologies de Dassault Technologies, mais il utilise différents télescopes et autres. Et puis tout d'un coup, il voit, mais pas dans la grotte, dans le ciel, les millions d'étoiles, les galaxies, les merveilles qu'on peut trouver. On a trouvé il y a quelques jours des choses incroyables. James Webb, le télescope, a des avancées qui tout d'un coup disent on va remettre en question certaines idées. Voilà, on retrouve ça, mais dans la nature. On est dans une grotte avec Kippat HaShamayim, voilà la voûte céleste, et dans cette voûte-là scintillent les différents joyaux. C'est le symbole de la Torah chez Béalpé. Pour quelle raison? Parce que c'est important de savoir, ces deux Mishalim-là traduisent deux sortes de Chachamim, j'allais dire des Chachamim du jour et des Chachamim de la nuit. Et on a le monde de la Torah qui est partagé de cette manière-là. Vous remarquerez d'ailleurs, c'est très simple. Vous avez, je dis, la Torah chez Birtav, la Torah chez BLP, mais vous avez des Chachamim qui écrivent tout. Je prends un exemple. Prenons voilà, un des Chachamim qui est le problème du jour absolu, le Rambam. Le Rambam, c'est un soleil absolu. Il n'y a rien qu'il n'éclaire pas de son étude. Il est dans tous les coins, les recoins de la Torah, d'un bout à l'autre, tous les sujets, actuels, inactuels, il les éclaire dans son œuvre, dans son commentaire, où il rassemble toute la Torah chez BLP pour faire presque le résumé de cette Torah chez BLP continue directement avec la Torah chez Birtav. Vous prenez à l'opposé, par exemple, les Baalei HaTosafot. Les Baalei HaTosafot, sur le texte du Talmud, ne recomposent pas un grand ensemble, merveilleux comme le Rambam, mais donnent différentes remarques, différents approfondissements, par-ci, par-là. Il n'y a rien de commun qui les rassemble. Il y en a un des Chachamim qui est très difficile à noter, j'allais dire que c'est un Chacham du jour et de la nuit en même temps, c'est Rashi. Parce que Rashi, lui, c'est quelque chose de particulier. Il n'écrit pas comme le Rambam une œuvre absolue, totale. Il n'est pas pour nous donner finalement l'œuvre qui rassemble tout. Il écrit des petits commentaires sur chaque mot, sur chaque phrase, sur chaque détail, chaque passouk, chaque ligne de la Gemara, on a les commentaires de Rashi. Mais le problème de Rashi, c'est qu'il a tellement éclairé, il est tellement, surtout éclairé, c'est comme si jamais la nuit, il avait éclairé tellement d'étoiles qu'on se trouvait en plein jour au milieu de la nuit. Avec Rashi, on a l'impression que tout d'un coup, le ciel de la Torah chez Béalpé devient pour nous aussi clair qu'une journée limpide. Et donc vous remarquerez qu'il y a aussi différents livres comme ça. Il y a des différents livres qui sont des livres qui sont plus sous la forme absolue, qui nous décrivent l'ensemble de la connaissance, et puis il y en a d'autres qui donnent différents éclairages. Et il y en a qui ont donné tellement d'éclairages, voilà, c'est Rashi, que finalement on a l'impression d'avoir toute la forme de la connaissance qui se révèle à travers lui. Alors il y a encore quelque chose par lequel j'aimerais terminer. C'est lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, alors je parlais de la caverne, cette grotte de Rabbi Shimon, la grotte qui couvre la connaissance, dans laquelle on a besoin de l'extérieur d'avoir la lumière qui est apportée. On a une grotte qui, au contraire, elle-même scintille des mille joyaux de la nature ou de la connaissance. On a quelque chose de particulier qui est évoqué dans le Midrash, dans un passage du Midrash, pour parler du rapport d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe. Et là, c'est très intéressant. On a un passouk dans la Torah très original. Tout le temps dans la Torah, on a Vaidaber Hashem El Moshe les morts. C'est le passouk le plus classique qu'on connaisse. Et il y a une fois dans la Torah,
C'est d'ailleurs à la fin du livre de Bamidbar, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, Allez el hara abarim hazeh, où tout d'un coup, il est écrit Vaïdaber Moshe el Adonai les morts. C'est Moshe qui se met à parler à Akadosh Baruch Hu, le seul, l'unique pasouk où c'est Moshe qui parle à Kadosh Baruch Hu. Alors certains ont expliqué, on dit c'est quoi ce les morts? On dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, c'est Moshe Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe pour qu'il dise. Alors certains disent les morts, c'est un langage de Rahmanout. Vaïdaber, c'est Milachon Dibour caché. Vaïdaber, Moshe el Hashem, les morts, il demande qu'Akadosh Baruch Hu lui épargne la mort, ou en tout cas lui permet de rentrer en Eretz d'Israël, au moins pour les béné Israël. Il demande du Rahamim. C'est comme ça que le Rahamim Akadosh explique ce Vaïdaber, Moshe el Hashem, les morts. On pourrait proposer la lecture de Shoshani qui disait les morts, c'est Lo Amar. Il y a plus que ce qu'il a dit. Vaïdaber, Moshe el Hashem, les morts. Eh bien, il n'osait pas même énoncer sa véritable intention. Ce qu'il n'a pas dit, c'est les bakashot de Rahamim qui ne sont pas évoqués directement dans le pasouk. Le Midrash ne lit pas ça comme ça. Le Midrash dit la chose suivante Vaïdaber Moshe el Hashem les morts. Eh bien, toute la Torah, c'est Akadosh qui parle à Moshe, qui impose à Moshe. Moshe maintenant dit Vatik Zaromer veakomlar. Vatik Zaromer, tu décrètes quelque chose, et il dit de la même Keshem chez Akadosh Metzavé les Moshe, Kachaya Moshe Metzavé à Akadosh Baruch. Quelque chose d'absolument incroyable. Devant l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il y a un retour de Moshe. Et on connaît cette idée-là, puisqu'on a toute une tradition qui dit ça dit Gozer vers Akadosh Baruch Hu Mekayem. Là, c'est une fois, c'est plus la connaissance qui nous est donnée, c'est la connaissance qui revient vers Akadosh Baruch Hu. C'est la parole qui revient vers Akadosh Baruch Hu. Et là où ça devient très intéressant, c'est que le Midrash continue et nous donne un machal. Et le machal, c'est la dernière Me'ara qu'on entrevoit ce soir. Il nous dit Machal la Me'ara chez Al-Sefatayam. C'est l'image de la Me'ara qui se trouve au bord de la mer. Ah, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec la Me'ara au bord de la mer? Il y a une grotte qui est ouverte sur la mer. Eh bien, l'eau de la mer rentre à l'intérieur de la grotte, mais l'eau de la grotte sort aussi à l'extérieur vers la mer. Il y a comme une sorte d'approvisionnement réciproque de la mer vers la grotte et de la grotte vers la mer. La mer infinie, c'est Akadosh Baruch Hu. La grotte, c'est Moshe Rabbeinu, c'est les Chachamim, c'est ceux qui reçoivent un peu de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Mais lorsque l'eau de la mer est rentrée dans la grotte, ben la grotte, à un certain moment, il y a une sorte de roulis, les vagues rentrent à l'intérieur et ressortent à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, cette idée. Ayam noten la me'ara, ve'a me'ara noten la yam. J'avais visité il y a, jadis, la grotte bleue à Kapiri. On rentre, on perd d'ailleurs un argent fou pour essayer d'arriver sur un grand bateau, un petit bateau, une petite barque, etc. On se penche, on fait un tour de 1 minute à peine et on est ressorti de la grotte pour voir une merveille, le reflet bleu de la lumière du soleil à l'intérieur de la grotte bleue. Du monde entier, les gens viennent voir ça. C'est quelque chose de merveilleux, c'est l'image des Chachamim. Les Chachamim utilisent cette image, la Me'ara chez Alayam, Ayam Noten. Qu'est-ce que ça veut dire, ce reflet? C'est plus maintenant Avram Avinu dans sa grotte, c'est plus même Moshe Rabbeinu qui ne fait que recevoir la lumière Benikrat Hatzour, c'est quelque chose dans lequel il y a une réciprocité. Quel est ce machal de la Mera? Vous voyez qu'on est très loin de la grotte où sont prisonniers les hommes, où on attend quelqu'un qui vienne les sortir. L'homme Akadosh Baruch Hu a libéré l'homme juif, et l'homme juif, finalement, Moshe Rabbeinu, a libéré avec lui le peuple juif, se retrouve dans la Nikrat Hatzour et va finalement parler avec Akadosh Baruch Hu, panim el panim, même s'il ne peut pas voir le tirouet de Panaï. Or, on le dit, Veraïta et Tahorai, il ne voit que le côté extérieur, que l'inverse, l'arrière. Eh bien non, il n'y a pas simplement de la lumière dans cette Me'ara, il y a aussi de l'eau. Et l'eau, c'est la Torah. Et le reflet de la lumière dans l'eau, c'est le reflet dans la Torah et le reflet de la Torah. Ce sont deux choses différentes. On a dans la Torah le reflet de l'homme, et on a différentes images dans lesquelles on retrouve cette image-là, et on a d'autre part le reflet de la Torah dans le monde dans lequel on se trouve. Akadosh Baruch Hu voit son reflet à l'intérieur de la grotte à travers les Chachamim. Je disais tout à l'heure, la face de Moshe, c'est celle sur laquelle Akadosh Baruch Hu justement projette la lumière de la Torah, mais c'est aussi quelque chose d'autre, c'est le reflet de l'homme justement dans la Torah, pour essayer de voir à l'image de la Torah. Certains ont entrevu l'idée de Aforba Decho là-bas, ou Batecheze, la Torah est comme le miroir dans lequel vous reflétez vos propres idées. On lit le texte, et dans le texte, on a des Hidushim qui viennent en fonction chacun de ses pensées, de sa personnalité. Les Chachamim voient dans la Torah le reflet de leur propre Neshama. Mais c'est quelque chose qui va à une deuxième idée. La deuxième idée, c'est l'idée de la transmission. Et lorsque Rabbi Shimon est dans la grotte, il sort de la grotte, mais pour enseigner, pour révéler le Zohar, la connaissance. Il n'a jamais reçu quelque chose simplement pour lui.
dans la conception, Moshe reçoit la Torah pour la donner. Il n'est pas là pour utiliser justement la connaissance qu'il a à l'extérieur, laisser les hommes prisonniers et essayer de s'élever philosophe roi dans la cité idéale de Platon. Lorsqu'il donne la Torah, il y a une idée de transmission. Et dans cette transmission, elle est très intéressante. Il y a le déversement, le débordement, hein, kli mikli, tipa minayam. On décrit la façon dont un chacham reçoit d'un autre chacham. Alors, il y a différentes images. Il y a d'abord kli mikli, sauf que dans l'image de kli mikli, on prend un verre et on le verse dans un autre. Oui, mais quand on l'a versé dans l'autre, il ne reste plus rien dans le premier. Or, la connaissance a cela que justement, elle peut donner au second tout en gardant, en restant pleine avec elle-même. Soit qu'on a pris plutôt celle de l'image de la lumière. Ou alors, comme dit Rabbi Eliezer ben Horkanous, je n'ai pris de la connaissance de mes maîtres que tipa minayam, à peine comme une goutte de la mer. Je n'ai même pas appris tout l'ensemble de l'immensité des connaissances de ceux qui auraient pu m'enseigner. Ici, il y a une autre idée, l'idée du débordement réciproque, le hidouche. Apporter une goutte d'eau nouvelle à la mer. La mer a abreuvé la grotte, et de cette grotte-là, finalement, on va retransmettre à la mer une petite idée, peut-être particulière. Elle a pris dans le fond de la grotte, elle a emporté avec elle un petit peu de quelques sédiments qui étaient au fond de la grotte, et puis finalement, elle va les redonner à la mer. Il y a une très belle image de Borges qui s'est promené au Sahara, qui arrive en Égypte, et qui à un certain moment de son voyage, il raconte qu'il a pris un peu de sable, il le soulève, et il le déplace quelques mètres et il le repose dans le désert. On se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je viens de changer le Sahara. Il a pris une poignée de sable, il a déplacé de l'autre côté, j'ai changé le Sahara. Très belle image pour dire, voilà, la grotte, là, il a changé un peu la mer. Il a une goutte d'eau est rentrée dans la mer. Alors, c'est plus qu'une goutte d'eau, c'est l'ensemble des Chachamim. Alors, on était tout à l'heure avec les étoiles. Il y a l'image du soleil, l'image des étoiles, et puis là, il y a une image très, très modeste. Je n'ai pris de ce qu'ont dit mes maîtres que Tipa Bayam, et je n'ai à rajouter vis-à-vis de mes maîtres que ce que pourrait donner une goutte d'eau. Voilà, la Torah est le reflet dans le monde qui se retrouve dans la Torah, se reflète dans la Torah, la transmission de parents à enfants, de maître à élève, les maîtres se retrouvent dans leurs élèves et réciproquement. Rabbi Shimon sort de la Méhara et alimente le monde de sa lumière et reçoit le reflet lumineux de le monde de la même manière que nous sommes les reflets de nos pères. Nous reflétons ce que nous avons reçu des générations précédentes et nous essayons un petit peu de sortir de ce qui était justement virtuel dans le souvenir, dans la mémoire, dans l'idée qui a été pensée, pour essayer de lui donner une consistance dans le monde de l'action, dans le monde concret, dans le monde véritable. Rabbi Shimon sort de la Méhara, il avait besoin de cette période-là, il avait besoin de ce renfermement, mais c'est de cet enfermement véritablement qu'il va avoir le Shem Tov absolu, qui va avoir véritablement ce dont on a de Rabbi Shimon, c'est cette continuité de Moshe, de Abraham et de tous les maîtres de la tradition qui continuent à représenter un peu ce dialogue incessant entre un moment de recul, un moment de retrait, quelque chose qui va signifier qu'on n'est pas partout en même temps. Il faut être séparé. Alors on est dans un pays, le pays d'Israël, pour être universel, pour pouvoir parler sur l'ensemble du monde. Pas de vocation à s'éparpiller de façon cosmopolite. C'est par justement la possibilité de se renfermer dans un lieu particulier qu'on arrive à parler avec le monde. C'est par la possibilité de se cantonner à un peuple particulier bien précis, le Ham Israël, qu'on a la possibilité de mettre un message qui sera valable pour l'ensemble des nations de la terre. C'est parce qu'on a la possibilité de se limiter par différentes limites de la conduite ou de la pensée dans la Torah et dans les mitzvot, qu'on a la possibilité d'émettre quelque chose qui va au-delà simplement du remous et du tourbillon de l'époque et comment dire ambiante pour pouvoir justement émettre un message qui va faire écho au-delà simplement de toutes les différentes aventures momentanées et temporelles pour donner quelque chose qui pourra continuer dans la suite des générations, nous espérons, avec Rabbi Shimon. Merci beaucoup, Rav Shoraki, comme d'habitude. À propos de les morts, Manitou une fois a dit que les morts, ça introduisait la marloquette. Et il disait les morts, l'eau mar.
À propos de l'exemple qu'il avait donné, je crois que c'est pour les Ktoret. Il n'y a pas les morts. Parce qu'il y a pas de marloquette à cet endroit-là. Comment ça s'expliquerait dans ce cas-là pour Moshe Rabbeinu et Dieu? Je ne vous Ah, entends pas. Votre micro, Rav. oui, voilà. Eh bien, c'est très intéressant. Selon cette lecture, elle va véritablement dans cet état d'esprit. Pourquoi? Parce que, comment dire, un des gros paradoxes, justement, de la halacha, si on parle de la grotte et de la mer, hein, et qui rend un peu à la mer, eh bien, c'est qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme, Moshe et les Chachamim, la Torah, on a un principe renversant qui s'appelle lo bashamaim hi. Et on a même un débat où les Chachamim font comment dire, une marloquette au Beth Midrash, et en sortant de cette marloquette, on a comment dire, des espions, des renseignements là-haut, Machoré à Pargod, dans la yeshiva Shel Marla. On leur dit qu'est-ce qu'ils disent là-bas dans cette marloquette, et on leur dit bah, il y en a qui disent comme ceci, il y en a qui disent comme cela, et c'est pas contre l'opinion d'Akadosh Baruch Hu, mais la halakha est comme dit un tel. Donc voilà, les morts, on peut dire, eh ben oui, ben Akadosh Baruch Hu, ta Torah, Batkol, qui dit la halakha est comme un tel, nous les Chachamim, on n'est pas les morts, on ne le voit pas dans ce sens-là. Donc on a vraiment cette idée-là qui comment dire, coïncide parfaitement avec cette idée pour Moshe Rabbeinu, pour la possibilité des hommes de même mettre leur marque vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, dans certains passages, on en parlait la dernière fois à propos de Rabbi Meir, eh bien que Akadosh Baruch Hu lui-même donne a priori ou a posteriori l'aval sur des choses qui étaient peut-être en désaccord avec lui. Il n'a pas demandé à Moshe de casser les tables et finalement il les casse. Donc voilà, il y a cette idée-là aussi de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement, dans un premier temps, dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Merci. Voilà, Nitzruni Banai, exactement. Moi, je voulais poser une question par rapport à Rabbi Akiva. Oui. Et quelle est la différence enfin, d'enseignement parce que c'est quand même l'élève de Rabbi Akiva et c'est tellement différent, j'ai l'impression, je sais pas. Non, alors non, c'est pas tellement différent. Par exemple, je dit tout à l'heure, la Mechila des Rabbi Ishmael et la Mechila des Rabbi Shimon Bar Yochai. La Mechila des Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Akiva. C'est celui qui a, comment dire, c'est l'enseignement de son maître. Maintenant, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est différent dans un aspect, et ça, c'est important. Aussi bien Rabbi Shimon que Rabbi Akiva, les deux nous amènent un monde supérieur dans le monde présent. Rabbi Akiva est parmi ceux qui, justement, ont pu rentrer et voir le Pardès et qui en est ressorti Béchalom, qui n'a pas été, comment dire, démoli par ces révélations-là. Rabbi Shimon est celui qui a les révélations de la Kabbalah et du Zohar. Donc, il n'y a pas d'opposition entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon de ce point de vue-là. Il y a un point fondamental, c'est que Rabbi Akiva était avec une faillite. Rabbi Akiva a perdu, on ne manifeste pas suffisamment ce que représente l'Agba Omer. L'Agba Omer, c'est le moment dans lequel 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Vous imaginez aujourd'hui, on est avec des centaines, on est 24 000 morts. Et pas n'importe lesquels, tout l'ensemble des Chachamim, il ne reste plus rien. C'est une situation dans laquelle on essaie d'imaginer, on se dit, bon, on est impossibilité à se relever d'une situation pareille. Et malgré ça, Rabbi Akiva, après avoir vu tous ses élèves mourir, Rabbi Akiva, qui même dans les moments les plus terribles, continue à avoir la Emouna, va etzel Chachamenu chez Badarom et enseigne Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon notamment. 5 Talmidim, Rabbi aussi, Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc il a Rabbi Shimon et Rabbi Shimon va continuer. Et Rabbi Shimon, dans ses persécutions avec les Romains, quand il fut dans la Mehara, c'est la continuité de Rabbi Akiva. Ces 5-là ne sont pas morts. Et sans eux, il n'y a pas de Torah. Et Rabbi Shimon, à chaque grand principe, à chaque fois où il y a une catastrophe pareille, il y a quelque chose de supérieur à recevoir de la Torah. Il faut pour le monde révéler encore plus de Torah que ce qu'il y avait avant. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon révèle un niveau plus profond, c'est le Zohar, c'est la compréhension du sol de Rabbi Shimon. Donc c'est une continuité de Rabbi Akiva avec le Hidouche, bien sûr, de Rabbi Shimon qui continue. Alors, il faudrait parler ça peut-être plus longuement dans le rapport de Halacha et de Rabbi Shimon.